Bonjour, bienvenue à nouveau dans le petit auditorium de la Bibliothèque nationale de France pour cette masterclass littéraire qui vient enrichir la collection imaginée par France Culture en partenariat avec le Centre national du livre, avec aujourd'hui donc l'écrivain algérien Kamel Daoud, que je suis ravie de recevoir. Une heure donc au plus près, disons, enfin on va essayer, de la fabrique de son œuvre. Alors très rapidement dans les grandes lignes, une œuvre inaugurée, disons, au début des années 2000, un récit, des nouvelles, et puis bien sûr Meursault, contre-enquête, paru d'abord en Algérie, puis aux éditions Actes Sud, soit la réécriture, je reprends l'expression de son narrateur, la réécriture de gauche à droite de l'étranger de Camus, repris donc par son contre-champ, par son angle mort, c'est-à-dire du point de vue de l'arabe, lui donnant un prénom, une mère, un frère, et avec lui donc un narrateur, une voix et une langue. Un roman qui va vous donner à vous, Kamel Daoud, une reconnaissance planétaire, on peut le dire, traduit donc en dizaines de langues, lauréat du prix Goncourt du premier roman en 2015, et qui sera suivi il y a très peu de Zabor ou les psaumes, toujours inconditionnellement publié chez Barzac, puis Actes Sud, un roman cette fois plutôt, disons un roman plutôt initiatique, ou une sorte d'hymne à la nécessité d'écrire, à l'affranchissement par l'écriture, et qui donne à son héros, qui est une sorte de double de David, dont on rappellera que David se dit Daoud en arabe, le pouvoir de repousser la mort par l'écriture. Alors je disais Kamel Daoud au plus près de l'œuvre, on pourrait dire au plus près d'une langue, celle que vous vous êtes construite, on y reviendra évidemment, et qui a longtemps trouvé de quoi se déployer dans le quotidien d'Oran, où vous teniez chronique quotidienne de 1997 à 2016. L'an passé, dans Mes Indépendances, vous en rassembliez 182, 183, je crois, parmi les quelques 2000 ou plus de 2000 signés, donc de ces sortes de leçons subjectives d'histoire récente, des exercices de liberté individuelle, des exercices intransigeants, et puis sans doute aussi des exercices de style. Et c'est peut-être par là qu'on pourrait commencer, Kamel Daoud, puisque c'est un chapitre journalistique auquel vous avez pensé renoncer il y a peu, et qui porte malgré tout en lui, disons, une sorte de matrice ou des indices ou des clés quant à la fabrique de l'œuvre, et puis surtout qu'on y trouve là vos obsessions, vos motifs, évidemment l'Algérie de Bouteflika, le conservatisme religieux, le dépassement de la dialectique colonisé-colonisateur qui vous est cher, le corps contraint des femmes, le corps malade des obscurantistes, l'affranchissement du roman national, le livre sacré, la relation avec l'autre, c'est-à-dire avec la France, donc on va y revenir à tout ça. Simplement sur cette forme de la chronique, je me demandais, Kamel Daoud, ce que pouvait la chronique que ne pouvaient pas les autres formes d'écriture, ou dit autrement, quelles étaient, ou quelles sont, d'ailleurs toujours pour vous, les vertus, pourquoi pas littéraires d'ailleurs, mais quelles sont les vertus de la chronique? Okay. Bonsoir, merci d'être là malgré les neiges. On me pose souvent cette question sur qu'est-ce que la chronique algérienne, parce que c'est un exercice plus ou moins qui a disparu plus ou moins du champ éditorial français, parce qu'on est entre deux pays, entre deux histoires du journalisme, entre deux histoires et deux généalogies de la fonction de l'intellectuel. Ce qui se rapproche le plus de l'exercice de la chronique en Algérie, c'est peut-être un petit peu les billettistes de la fin du 19e siècle, les polémistes de l'époque, les publicistes, comme on les appelait. Et c'est une sorte d'exercice littéraire sur l'actualité, un traitement plus ou moins littéraire de l'actualité, avec beaucoup plus de liberté que par l'éditorial classique. C'est un investissement de l'actualité aussi par le style. C'est un exercice de liberté. Et c'est-à-dire, il faut aussi revenir un petit peu à l'économie du livre, l'économie éditoriale en Algérie. La fonction de l'intellectuel dans des pays dits arabes n'est pas très distincte, je veux dire, n'est pas encore très distinguée par rapport à ce qui se fait en France ou en Occident en règle générale. C'est-à-dire, on est toujours dans cette phase de l'histoire où l'intellectuel est à la fois militant, billettiste, chroniqueur, feuilletoniste quelque part, figure de contestation ou intellectuel organique. Ce qui fait que la chronique, elle devient
tout cela à la fois. C'est un exercice d'abord de liberté hors champ, hors genre classique. Dans le journalisme, certains le savent, on a le reportage, on a le fait divers, on a le papier de couverture, on a le compte rendu, on a le récit de voyage, et puis on a la chronique. Et la chronique, c'est quelque part un droit du jeu, un droit de prendre parole par soi-même, par son style, par sa vision, et de traiter cette actualité-là. Fondamentalement, la chronique n'est pas de l'information. Parfois, c'est de la non-information au sens traditionnel. C'est un exercice d'insolence. C'est une prise de parole. C'est une façon de se défendre contre un petit peu les genres et les discours dominants. En Algérie, ça fonctionne très très bien parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'en 1992, l'histoire de la presse algérienne était une histoire de la presse publique, traduisant une presse du régime, une presse de propagande, une presse totalement contrôlée par la police politique, par le parti unique, etc. Donc, 92 explose un petit peu le mur. Il y a la naissance de la presse privée en Algérie et la naissance d'une sorte de génération de chroniqueurs en Algérie qui écrivent hors champ, qui écrivent ce qu'ils veulent, des sortes de Dazibao, etc. Et c'est une tradition qui se perpétue jusqu'à maintenant. Et vous arrivez donc au journalisme en 94. Qu'est-ce qui ferait alors de l'Algérie, plus spécifiquement, une terre de chroniqueurs ? Disons qu'on était... D'abord, il y a quelque chose de fondamental, d'essentiel dans l'histoire de la chronique en Algérie, c'est la guerre civile. C'est un marqueur profond. Vous savez, il y a eu une histoire tragique du journalisme en Algérie. Jusqu'à 92, journalisme et journaux et médias totalement contrôlés par le régime. À partir de 90-92, explosion de cette liberté-là, mais en même temps, une prise d'otage de cette liberté. Parce que la plupart des journalistes, on s'est retrouvés au milieu entre islamistes en armes et entre un régime qui voulait recruter pour ses besoins de justification aussi, les journalistes, il fallait chercher protecteurs. Donc, un petit peu, on était dans ça. Les journaux avaient besoin du régime pour se protéger, étaient attaqués, tués et assassinés aussi par des djihadistes, par des islamistes en armes. Donc, c'était une guerre. Et au milieu de tout cela, il y avait cette génération de chroniqueurs qui disaient tout, qui disaient de l'insolence, l'apostasie, le sexe, le vin, l'insolence vis-à-vis du régime, la rébellion, etc. Donc, c'est un exercice très marqué par l'histoire immédiate aussi. Alors la chronique, c'est aussi, c'est une prise de parole au jeu, certes, mais c'est aussi un format, et puis c'est un rythme, c'est une discipline, c'est une durée, et puis c'est une sorte d'accélération, enfin quelque chose comme un sprint d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est l'exercice du vif, comme vous dites, pour reprendre votre expression, Kamel Daoud, cette vitesse d'écriture, et je ne parle même pas des chroniques que vous écriviez dans le même temps pour d'autres journaux, qu'est-ce que cette vitesse-là permet ou impose, finalement, à la forme aussi bien qu'au fond ? Non, ce qui s'impose à la forme, du moins pour mon expérience propre, c'est la nécessité de se distinguer. Vous savez, j'ai commencé à écrire la chronique à peu près à l'âge de 23 ans. 24 ans, je faisais une par semaine en remplacement de mon directeur, puis 2 par semaine. Finalement, je faisais tous les jours. Et pour moi, la question se posait de manière très, très brutale. Elle n'est pas théorique, etc. Comment je vais faire pour vendre ma marchandise ? C'est-à-dire, vous ouvrez un journal, vous avez grosso modo 4 à 5 titres. Et donc, il y a une chronique, il y en avait 2 ou 3 d'autres chroniques, un éditorial, et ce n'était pas de l'information. Donc, il fallait se distinguer. Et pour moi, se distinguer signifiait avoir un style. Il faut frapper fort, avec un style particulier et un titre étonnant. Parce que je pars de cette idée que tout lecteur est paresseux. Donc, je pars de cette idée que c'est à moi de l'intéresser et c'est à moi de trouver le titre qui soit beau, la façon de traiter de l'information, l'usage de la métaphore et du style. Il fallait que je me distingue dans la foule un petit peu de tout ce qui est écrit dans un journal pour attirer, pour fidéliser un lectorat, pour créer une sorte d'addiction du lecteur. Donc ça, c'est ce qui a imposé un petit peu conditionner la forme et le style. Ce n'était pas la vitesse, c'était justement l'envie de se distinguer, d'imposer une voix. Maintenant, pour la vitesse, c'est assez particulier aussi. Maintenant, je fais une chronique par semaine ou peut-être une chronique par mois pour un journal américain. Pour moi, à la limite, c'est de l'amusement. Donc, parce que écrire une chronique par jour, c'est une discipline. Et là, ça a son incidence sur la forme. On pense en termes de pertinence. On pense en termes de tension. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit la chronique avec l'idée que j'ai une chute, que j'ai un thème, etc. Généralement, les chroniques où j'ai un thème préconçu ne sont pas les meilleures.
Les chroniques les plus lues en Algérie et au Maghreb, c'était ce que j'appelle moi les chroniques blanches, c'est-à-dire les chroniques où je traitais de sujets qui paraissaient anodins, mais qui étaient fascinants. Je peux vous donner un exemple. Écrire sur les ronds-points en Algérie, écrire sur les façades des immeubles, etc. Écrire sur des anciens nids. Vous savez, vendredi, je prends ma voiture, je n'avais pas de thème. Je fais un tour et je trouve un café qui s'appelle le Café de l'Avenir. Ça convoque tout le socialisme, toute l'histoire de... Imagine un café où on va s'asseoir pour concevoir l'avenir. C'est assez fascinant. Donc c'est à partir de là donc il y a une tension, il y a une perpétuelle, il y a une discipline, parce qu'on se réveille le matin avec l'idée qu'il faut écrire, qu'on a un espace, une responsabilité, des lecteurs qui attendent. Et puis, écoutez... Parfois, on me pose cette question, quelle est la différence entre le roman et la chronique pour vous, etc. Et je réponds par une image. Je réponds justement, j'anticipe. Je réponds par une image en disant, le roman par rapport à la chronique, c'est le match par rapport au penalty. Le penalty, c'est 10 secondes de concentration, c'est un one-shoot, c'est une tension. Alors, soit vous marquez votre but, soit vous le ratez. Le roman, c'est une construction, c'est 11 joueurs, 11 personnages, c'est demi-temps. C'est une saison, c'est un champion à la limite, etc. Donc, on est dans une sorte de construction du jeu. Alors que dans la chronique, c'est un tir à l'arc. C'est une tension du bras. Et c'est une tension quasiment physique pour moi. Je veux dire, je me lève le matin et je sens qu'il y a une tension. Et je vais vers l'assouvissement. Un autre... quelqu'un de ma génération aussi qui a marqué l'histoire de la presse algérienne, Ali Dilam, le caricaturiste, disait, moi je parle d'assouvissement, lui il parle de soulagement. C'est-à-dire quand il fait son dessin à 17h, il me dit après c'est un soulagement. Moi je le fais à midi. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin à la fois de cette tension-là pour écrire et j'ai besoin d'imaginer le soulagement qui suivra pour pouvoir m'en débarrasser. C'est assez vicieux. Donc, en tout et pour tout, par exemple, vous arrivez à une sorte de vie assez tordue. Pendant 19 ans, vous faites une chronique à 5 chroniques par jour. Pourquoi ? Cela donne l'impression que vous travaillez beaucoup, alors que c'est le contraire. C'est pour mieux organiser la paresse par la suite. C'est-à-dire pour mieux ne pas écrire. Alors, pourquoi je vais dire tout ça ? Parce que quand on s'impose une discipline d'écriture pendant 20 ans, tous les jours, on est obligé de se construire une sorte de mythologie, de petites ficelles, de ruse avec la page blanche, avec le manque d'inspiration. Donc tout ça, ça participe un petit peu de votre numéro, quelque part, pour pouvoir tenir le rythme. Parce qu'il ne s'agit pas d'une année, ni d'un mois, ni d'une semaine. Il s'agit de 19 ans. Donc vous voyez, vous êtes obligé de trouver des petites ficelles de survie par rapport au manque de sujets. Est-ce que ça pouvait aussi être perçu, du coup, par rapport à ce que vous dites, Kamel Daoud, comme une ruse pour retarder le moment d'écrire ? Non, l'écriture impose des rites. On est obligé de recourir à des rites quand on écrit sur le long terme. On écrit le matin, on écrit allongé, on écrit couché, on peut écrire debout, comme Victor Hugo. On peut concevoir son texte dans sa tête avant de le rédiger, etc. Ma méthode à moi, peut-être c'est un pli de journaliste, mais la chronique en entier, je la conçois comme tension d'abord dans ma tête, et après je l'écris. Et je l'écris très rapidement. Si je m'attarde trop à écrire, elle n'est pas bonne. Elle est artificielle, elle tombe, elle n'est pas soutenue. Donc ça dépend comment chacun s'organise. Par exemple, je parlais de Dilam, il dessine à 17h, grosso modo, il fait un dessin par jour depuis 25 ans, donc il faut une discipline. Moi, j'écrivais entre midi et demi, 13h à peu près, mais après, je consacrais le reste du temps à faire autre chose. Vous dites, hein, c'est comme un chien dans ma tête, il aboie et j'écris. Ça, c'est ce que vous écriviez dans l'une de ces chroniques, hein, qui était parue en février 2012. Du coup, est-ce que comme un attaquant au foot, pour reprendre votre image, est-ce que le chroniqueur progresse ? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé dans votre écriture, dans votre technique de la chronique, de l'exercice de la chronique entre le jeune homme de 22, 23 ans que vous étiez et puis, je ne sais pas, 19 ans plus tard ? Mais super bien. Comment ? J'en sais rien. Je ne sais pas comment vous regardez vos premières chroniques. Non. Comment dire ? C'est-à-dire que
bien sûr, il y a une différence entre le chroniqueur débutant de 23 ans, 24 ans par rapport au chroniqueur de maintenant. Il y a un rythme que vous intégrez. Vous savez à peu près, vous calculez votre texte. Vous avez 3400 signes à peu près sauf exception, sauf événement exceptionnel. Et donc, vous sentez ce rythme, vous intériorisez ce rythme. Vous concevez votre texte, tous les jours par rapport à cette contrainte d'abord de l'espace. Il y a une contrainte de temps. Vous donnez votre texte vers 13 heures parce que les heures de bouclage d'un journal, c'est à peu près 17 heures. Donc, il faut être un petit peu dans l'anticipation. Les idées évoluent, bien sûr. C'est-à-dire, quand on écrit au début, on ne pense pas. On est traversé par les idées les plus simples de sa génération, de sa vie, de son environnement, etc. Et puis, on commence entre guillemets, à décanter, à aller vers quelque chose de plus singulier, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus pertinent, autant dans la forme que dans l'idée que vous traitez, le concept ou l'argumentaire que vous voulez développer. Donc, bien sûr qu'avec le temps, on affine cette tension, on va vers quelque chose de beaucoup plus tendu, beaucoup plus frappant pour le lecteur. On devient un peu plus pertinent. Vous écrivez dans Kamel Daoud, dans la chronique que je citais à l'instant, vous écrivez, alors c'est un peu long, excusez-moi, mais comme ça dit bien de quoi est faite la chronique. Donc cette chronique s'appelait « Pendant qu'il neige », ça tombe bien, « Le secret véritable de la chronique ». Et vous écrivez... c'est comme un chien dans ma tête, il aboie et j'écris. Et puis un petit peu plus loin, il aboie en alphabet et j'écris, parfois bien, parfois mal. Quand il va trop vite, il ne reste que des bouts de phrases. Il est grand, le chien noir qui m'enjambe pour aller boire à l'autre bout du monde, son eau et revenir. C'est comme ça que je peux décrire les choses qui se passent dans ma tête. Et puis un petit peu plus loin, vous écrivez « Je suis penchée sur un gros cahier plein de ratures, devant un micro, en train de tabasser un clavier, et j'écris sans cesse et toujours. Un scribe dans un journal où je suis payée au mois pour faire semblant d'être courageux, mais personne ne connaît l'histoire que je rature sans cesse entre deux chroniques. C'est fait presque exprès, ma façon d'écrire en gribouillant. » Qu'est-ce que ça veut dire que cette image du chien qui aboie, même si on la comprend bien, est-ce que ça voudrait dire qu'au fond, écrire pour vous, c'est retranscrire? Quand vous disiez aussi tout à l'heure que vous aviez déjà en tête, au fond, ce que vous alliez écrire, en fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas le sujet en tête au début, mais j'ai une émotion, ou j'ai une tension, ou j'ai de la colère, généralement. C'est ce qui me permet un petit peu de mobiliser toute cette énergie pour trouver de belles formules. Mais en même temps, alors, pourquoi j'ai parlé de ce chien-là? Parce qu'en Algérie, on me posait souvent la question, où est-ce que vous trouvez ces idées? Bon, c'est des idées. En Algérie, le problème, ce n'est pas de ne pas trouver un sujet, c'est de trouver le sujet qu'on peut écrire. Donc, c'est assez... Et en même temps, il y a un tel récit national, et après, quand vous faites ce métier pendant 10 ans, vous êtes capable d'écrire une très belle chronique sur une chaise vide, et surtout en Algérie. Et donc, tout devient signifiant, tout est lié à une sorte de monologue que vous avez en tête, que vous découpez en morceaux, que vous publiez de temps à autre, etc. Et paradoxalement, plus j'écrivais, plus je faisais ce métier, plus je comprenais qu'il ne me fallait pas réfléchir mon sujet. C'est assez paradoxal. C'est-à-dire, il me fallait être dans une sorte d'exercice très précaire où j'étais à la fois très vigilant dès le début, enfin les premières heures, mais en même temps dans une sorte de laisser-aller. Parce que si vous êtes trop vigilant et qu'il n'y a pas de laisser-aller, vous allez avoir un argumentaire très solide mais totalement ennuyeux. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui se laisse aller, l'enthousiasme, disait Valérie, n'est pas l'état d'âme d'un écrivain. Donc, vous ne pouvez pas écrire. Il faut être entre les deux. Et cet état entre les deux vous impose une sorte de confiance en vous-même, de laisser aller. Ce que j'appelle moi le chien qui gambade, etc. Et souvent, mais vraiment très souvent, j'ai l'impression non pas de concevoir des idées, mais de les trouver. Et c'est assez, ça peut paraître, je veux dire, mythologiser sa propre inspiration, ou peut-être un petit peu donner une sorte d'aspect de réalisme magique à l'exercice de la chronique, mais c'est la réalité. J'ai toujours vécu l'exercice de l'écriture ainsi, une sorte de laisser-aller, accompagné d'une extrême vigilance, ce qui fait que à la fois vous trouvez des formules qui paraissent être très légères, surprenantes, mais en même temps il ne faut pas que ces métaphores soient dans l'excès. Il faut que ça soit d'une justesse absolue, parce qu'il suffit d'un mot de plus pour que l'attention du lecteur se relâche. Il faut être dans une sorte de ludisme. Je me suis toujours amusé en écrivant. Je suis toujours le lecteur simultané de ce que j'écris.
j'écris et parfois il m'est arrivé d'éclater de rire parce que ce que j'écris, j'essaie de mettre quelque chose de... Et puis, parfois, ça vient vers la fin. Je cite souvent l'exemple d'une chronique que j'ai écrite parce que le titre m'a beaucoup plu. Je n'avais pas ce titre au début. C'est vers la fin, en écrivant cette phrase, que j'ai trouvé ce que je voulais dire. Donc, je suis remonté pour en faire un titre. Et ce sont des métaphores très simples. Dire, par exemple, que l'automne est le plus vieux et le plus grand livre du monde par le nombre des feuilles. C'est quelque chose d'évident, je veux dire, mais je ne le savais pas au début. Si j'avais réfléchi à la métaphore, je pense que je l'aurais découpée en 2 ou 3 phrases. Enfin, elle serait tombée, comme je dis moi. Je veux dire, l'attention ne serait pas là. Donc, il y a cette image du chien. Et puis, je voulais aussi m'amuser un petit peu de l'image de l'inspiration, parce que c'est mythologisé à l'extrême, oui, visité par les dieux, par les diables, etc. Bah, ça peut être un chien, d'autant plus qu'il est très mal vu dans ma culture. Pour le chien, il y est question aussi de vous écrivant en tabassant. Est-ce que c'est le même corps, vous allez voir qu'on y arrive quand même à la question de la chronique et du roman, est-ce que c'est le même corps qui écrit une chronique et celui qui écrit un roman? J'aime beaucoup votre question parce que la réponse est non. J'écris toujours dans une sorte de tension, mais quasiment corporelle, avec une respiration, je veux dire. C'est comme si je voulais m'en débarrasser. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est vis-à-vis, surtout ma femme. Donc je suis dans cette tension-là du corps. Et on n'écrit pas de la même manière, c'est vrai. Mais en même temps, alors comment vous dire, la plupart des écrits littéraires que j'ai publiés étaient d'abord des chroniques. Donc leur matrice reste une chronique. C'est comme lorsque vous faites de l'archéologie. Parfois, vous tombez sur un ossement et vous vous dites ça, c'est la carcasse d'un dinosaure. Et vous commencez à balayer tout autour et il se révèle que c'est juste un os. Et parfois, ça débouche sur autre chose. Les idées sont des gisements. Les romanciers le savent. Parfois, une idée n'est pas porteuse. Elle s'épuise. Elle n'est pas vigoureuse. Il n'y a rien derrière. Et on en fait peut-être une nouvelle ou l'idée d'un roman. Et parfois, c'est très, très, très... Vous sentez qu'il faut encore creuser. Parce que ça se décline, il y a quelque chose qui va venir, qui se déplie de par cette histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas d'idée préconçue. J'ai toujours pensé que l'écriture, pour moi, c'est un acte, c'est un mouvement cyclique. J'écris une phrase et tout le reste du roman part à partir de cette première phrase. C'est comme si c'était une conjugaison qui ne s'épuisait pas. Par exemple, pour Meursault, moi, ma mère est encore vivante. Le encore est pour moi tout le reste du roman. Parce que tout le reste du roman, il fallait expliquer qu'est-ce que c'est ce encore. Expliquer d'abord sa raison d'un point de vue des faits, mais aussi dans le temps de celui qui raconte. Donc, c'est ainsi que j'écris. Je vous parlais tout à l'heure c'est une histoire vraie. Vraiment, ça peut paraître bête, mais je pense que dans la vie, on fait de grands sauts dans sa propre vie. Non pas parce qu'on réfléchit certaines choses, mais parfois c'est par accident, parce qu'on rencontre la bonne personne, ou une phrase, ou une image, ou un dialogue de film, etc. Et je me rappelle, les premières années, je n'écrivais pas avec facilité. J'écrivais une phrase, une deuxième, une troisième, et puis le curseur, j'efface pour revenir, etc. Et j'en sortais épuisé. Et je me suis dit, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas faire un métier de 25 ans en s'épuisant ainsi. Donc il fallait pour moi retrouver du ludique, de la légèreté dans l'écriture. Il fallait que ce soit un jeu d'apesanteur, de légèreté. Il fallait que je m'amuse. Et j'ai compris 2 grandes choses qui m'ont permis par la suite de continuer ce métier. Un, on ne peut pas faire 2 choses à la fois. Donc il fallait ressentir la musique avant, la mélodie, la tension, et écrire ensuite. On ne peut pas à la fois réfléchir et écrire. Ce n'est pas possible, ça veut dire qu'on fait 2 choses, et ça se ressent. Le lecteur est le juge le plus sévère, parce que quand il lit un roman, il sent quand le rythme tombe. Et j'ai compris la deuxième des choses qui m'a libéré. Je me suis dit, et c'est vrai, je me suis dit, je suis dans une salle de rédaction, mes maîtres d'école ne sont pas là, mon père n'était pas là, les Français sont partis, je peux écrire comme je veux. Et j'ai commencé réellement, ça m'a débloqué, et j'ai commencé à user de ce qu'on appelle maintenant ce style-là, c'est-à-dire une sorte d'aller-retour vers la métaphore, l'insolence, la rébellion, l'analyse du réel, etc. Il me fallait me libérer pour pouvoir écrire. Pourquoi en passer par cette première forme, cette espèce de noyau dur, compact,
qu'est la chronique, justement, parce que vous l'avez dit, hein, Kamel Daoud, que ce soit Meursault ou Zabor, le dernier roman, les deux ont commencé par être posés, gravés, inscrits, en tout cas dans une forme ramassée, sous forme de chronique, avant de devenir un roman. Pourquoi est-ce qu'il vous faut en passer par là? Non, c'est pas qu'il me faut, parce que quand vous êtes obsédé par une sorte d'idée, une sorte d'atmosphère ou quelque chose qui vous obsède, vous ne pouvez pas penser à autre chose, sachant que vous devez livrer une chronique à 13 heures. Donc, il m'est arrivé d'écrire un texte parce qu'il m'obsédait, et c'est le début d'un roman. Et je sais que c'est le début d'un roman, mais sauf qu'il est 13 heures et je dois publier quelque chose. Donc, je donne les 25 premières lignes du roman à publier. Et puis, ça me permet, comment dire, d'épingler l'idée. Donc, elle est là, elle n'échappe pas, elle ne disparaît pas, elle reste là, elle est évidente. Et par la suite, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, après, je reprends cette chronique pour la continuer. Parce que vous avez dit, Kamel Daoud, quand vous avez décidé, donc en 2016, de suspendre cette chronique quotidienne, vous avez dit, et vous l'expliquez dans la préface de Mes Indépendances, que, au fond, vous changiez d'instrument, mais que vous ne changiez pas de musique. Hein. Et par ailleurs, vous dites quand même que pour vous, il était temps d'arrêter de déclamer et puis de commencer peut-être davantage à creuser. Donc ça veut bien dire qu'on change de musique. Hein. Qu'est-ce qui se joue dans ce passage-là, quand même, malgré tout? L'actualité. Parce que quand vous êtes journaliste, même quand vous êtes chroniqueur, vous traitez de l'actualité. Donc vous réagissez, vous avez des prises de position, vous défendez votre liberté, vous donnez un avis, vous aidez d'autres peut-être à penser comme vous ou à partager vos opinions. Dans l'exercice du roman, vous interrogez l'humain. Vous n'interrogez pas l'actualité, ni la nationalité, quelque part. Enfin, ce n'est pas très distinct parfois, mais grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc je ne réagis pas par rapport à un fait, mais par rapport à une idée qui m'habite, qui m'obsède. Faire un éditorial parce qu'une femme a été lapidée jusqu'à la mort en Afghanistan, parce qu'on aurait dit qu'elle a piétiné le Coran, etc., c'est un fait. Vous le commentez avec émotion, avec colère, avec indignation, avec humiliation. Et en même temps, cette thématique de la femme lapidée reste, elle vous obsède par la suite. Et vous voulez l'exprimer, la décliner, la déplier autrement dans le roman. Et là, vous ne parlez pas uniquement d'un périmètre ou d'une géographie ou d'un fait, mais vous partez au-delà du fait, immédiat, au-delà de l'actualité. Donc, ce sont deux façons d'interroger son monde et son environnement, et ce sont deux façons de témoigner sur son époque aussi. Alors, il y a peut-être autre chose aussi qui se joue, c'est la question de la prise de parole, hein, la question du jeu, en tout cas, entre justement la chronique et le roman. Donc, ces chroniques sont une prise de parole, hein, clairement, une prise de parole au jeu. Ça n'est pas le cas dans vos romans, en tout cas jusqu'ici. Pour le dernier, par exemple, vous parlez d'autobiographie fabulée pour votre dernier roman. Donc ça en dit long, j'imagine, sur votre goût de la fable, hein, parce que ce n'est pas la première fois que vous avez recours à cette forme-là, mais ça en dit long aussi sur l'impossibilité de l'autobiographie, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait que justement ce jeu-là ne peut pas prendre la parole, hein, lorsqu'il s'agit de fiction ou lorsqu'il s'agit des romans, Kamel Daoud? Je ne sais de quoi pas, est-ce que vous vous méfiez en fait dans la prise de parole au jeu dès lors qu'elle entre en littérature? Du narcissisme, de l'ego, d'une sorte de contamination de son imaginaire par sa propre... enfin, pas ses obsessions, mais par son propre ego. D'une sorte de... Je ne sais pas, peut-être que je me mens, mais j'ai toujours pensé que, autant pour la chronique, où je ne parle jamais à la première personne, je dis le chroniqueur, parce que j'estime que d'autres personnes sont meilleures que moi dans ce domaine-là. Leur prise de parole est beaucoup plus légitime que la mienne, que moi je suis dans une sorte d'exercice de liberté, mais aussi de légèreté par rapport à d'autres. Enfin, je me sens gêné. Par rapport au roman, le personnage se décline autrement. Le personnage, c'est aussi l'écrivain que des gens qui le rencontrent, que des gens qui sont morts, que des gens qui ont marqué, qui pèsent encore sur sa propre vie, etc. L'exercice du roman, ça me permet aussi d'aller au-delà de ma propre personne et de ma situation en Algérie et ailleurs. Ça me permet de rêver, de développer un caractère ou quelque chose d'autre. Par contre, la chronique, c'est une affirmation de position aussi. C'est un positionnement, c'est une affirmation de soi par rapport à des actualités, par rapport à des choses qui se passent dans son environnement.
Alors, ce qui nous amène à la question de la langue. Alors, je sais, Kamel Daoud, que ça vous agace, qu'on vous demande encore de vous justifier régulièrement sur le choix de la langue, en tout cas le choix de la langue française, mais ça n'est pas tellement ma question, en fait. C'est plus autour de la fabrique de cette langue que vous avez fait vôtre, comment vous l'avez construite, comment vous l'avez modelée. Alors, vous vous êtes souvent expliqué à ce sujet, puisqu'elle vous vient par la lecture, enfant alors que vous êtes scolarisé en arabe classique, où vous allez petit à petit apprendre le français en déchiffrant les quelques livres ou quelques romans qui sont à disposition dans votre village d'enfance, dans votre village natal. De quoi est faite exactement cette bibliothèque un peu lacunaire, un peu en lambeaux, par laquelle vous allez faire l'apprentissage de la langue et à partir de laquelle vous allez construire votre propre langue. Qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque, disons, originelle? Disons que d'abord, pour être en situation, il faut parler des statuts des langues en Algérie. En Algérie, c'est un pays qui est marqué par une histoire, par son lien et par son rapport à cette histoire-là, une histoire de violence, de colonisation, d'indépendance, de désenchantement aussi, etc. L'enjeu des langues est devenu en Algérie un enjeu identitaire, c'est-à-dire on assigne à la langue une fonction d'identité, ce qui est un abus en soi, et ce qui fait on aboutit, par exemple, dans le monde dit arabe ou en Algérie, à une situation assez bizarre où la polémique ou le débat sur les langues est plus important que l'usage des langues elles-mêmes et les productions. Et c'est assez fascinant. Personnellement, j'ai toujours eu un rapport sain aux langues. C'est-à-dire, je les parlais sans réfléchir sur leur poids dans l'histoire ou leur généalogie, etc. Il fallait arriver à la fac à l'âge de 25 ans, 30 ans, pour que je puisse... pour que je commence à comprendre que les langues ne sont pas sont un enjeu en Algérie, mais un enjeu récupéré pour des usages idéologiques et politiques, etc. Donc j'avais perdu un petit peu ce lien naïf aux langues. Le français, contrairement à mes aînés qui avaient vécu la colonisation, pour qui l'arabe classique était une sorte de valeur refuge par rapport à la langue d'une puissance qui domine, pour moi, c'est tout à fait le contraire. D'abord, je suis un enfant de l'indépendance. Donc, je n'ai pas à me justifier sur le choix d'une langue. La seconde des choses, c'est que cette langue ne m'a pas été transmise réellement par des institutions ou dans un cadre défini. C'est une langue quasiment autobiographique, c'est une langue personnelle. C'est une langue que j'ai construite quasiment moi-même, que j'ai définie, que j'ai essayé un petit peu de maîtriser plus ou moins pour en faire par la suite usage pour mes propres Et votre besoins. père vous a transmis l'alphabet, dites-vous? Mon père, le seul acte qu'il avait fait, à l'époque, je me rappelle, c'était quelqu'un militaire qui était très, très dur, il m'avait appris à tracer l'alphabet. Et pour moi, c'était important. Enfin, c'est toute une histoire, un petit peu, cette langue-là dans la famille. Et le français était devenu par la suite, depuis mon enfance, depuis l'âge de 9 ans, la langue de l'imaginaire, la langue de la clandestinité, la langue de la culpabilité, la langue du corps, la langue cachée, la langue de l'ombre et la langue de l'évasion, par rapport à une langue enseignée à l'école, qui était une langue de coercition, une langue de devoir à faire, une langue de loi, une langue de morale. Vous voyez un petit peu la répartition. Donc, j'ai eu un rapport sensuel et amoureux à la langue française. Ce n'est pas une faute et ce n'est pas un talent, c'est un accident. Et j'en ai fait usage jusqu'à maintenant. Donc, comment s'est constitué ce rapport? Vous savez, je suis l'enfant, comme raconte Zabor, je suis l'enfant d'un village où, bon, vous savez, dans les années 70-80, un village socialiste, c'est ce qu'il y a de plus ennuyeux au monde. Donc, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, à un certain moment, je fouinais dans la maison de mes parents. J'ai découvert un premier roman. J'ai essayé un petit peu de déchiffrer. Et ça a coïncidé à l'âge de, c'est très tôt, 9-10 ans, avec l'éveil des sens. Et cette découverte de la nudité, de la femme, de la sexualité, des passages érotiques, vous voyez, qui n'étaient pas érotiques, c'est juste, bon, il l'embrassa, ce qui était quand même extraordinaire. Mais où elle s'avança nue. Ça, c'était encore plus extraordinaire. Et donc, c'était pour l'enfant de 10 ans, la découverte du corps par le truchement des mots. Et donc, je lisais, je cherchais ces passages-là précisément. Donc, j'essayais de déchiffrer. Et comme le dit Zabor, plus je connaissais de synonymes, plus j'avais des détails. Les images étaient en HD, donc plus clair,
Donc, c'est à cela que me servait le dictionnaire. Donc, il fallait définir des mots parce que je n'avais pas de dictionnaire. Mais en même temps, c'est un rapport de, comment dire, d'infamie. J'étais élevé par mes grands-parents qui ne savaient ni lire ni écrire. Et pour eux, le livre était sacré. Voir quelqu'un lire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça s'est passé en France aussi, je pense, dans les années 40 ou 30. Et donc, quand ils me voyaient lire, ils ne me dérangeaient pas. Alors que moi, je lisais des choses pas très... Donc c'est ce rapport-là. J'ai découvert la sexualité, le corps par le truchement du texte très tôt. Ça marque à ma vie jusqu'à maintenant. Et le style, quelque part, c'est une érotisation du langage. Et la langue, quelque part, est la transparence du corps. C'est ce qui nous permet d'aller dans le corps d'autrui, dans son intimité. Et je savais à 10 ans exactement comment on embrassait. Il a fallu attendre par la suite 15 ans. Mais je savais comment ça fonctionnait. Donc, vous voyez, ce rapport à la langue, c'est un rapport d'abord conditionné par une histoire, mais je ne le savais pas. C'est un rapport d'innocence. C'est un rapport sensuel qui va au-delà de l'histoire. C'est un rapport philosophique. Pour moi, la langue, c'est une maîtrise du monde. C'est une maîtrise des peurs. C'est une maîtrise du chaos et des désordres. C'est une façon de perpétuer. C'est la fonction première de l'inventeur. Quand on maîtrise les mots, on maîtrise la langue, on fait se perpétuer les choses. Et en même temps, c'était une sorte de rempart entre moi, l'enfant, et le reste du monde qui était vide. Je parle du village, ces récits qui m'épuisaient, son manque de loisirs, l'absence du corps de la femme, l'impossibilité de toucher le corps d'autrui, etc. Donc vous voyez une langue qui a pallié un monde qui manquait, un monde manquant. Donc ça va au-delà. Pour moi, l'enjeu des langues va au-delà du fait que je sois un écrivain algérien, francophone, qui écrit pour la colonisation, etc. Ce sont de vieilles querelles pour moi. Quelle langue, Kamel Daoud, du coup, quelle langue, parce que là on parlait de lecture, donc de la langue lue, mais quelle langue est-ce que ça fabrique justement cet apprentissage-là, c'est-à-dire cette construction-là, c'est-à-dire lire en déchiffrant, lire le livre dans son entier, parce que vous racontez souvent aussi comment vous lisiez jusqu'au moindre... comme il y avait très peu de livres, j'imagine, comment vous lisiez par exemple en fin de livre les romans à paraître, ou lire la couverture, ou lire la tranche, lire déchiffrer en éclairant, en comprenant un mot éclairé par l'autre. Est-ce que ça fabrique une langue particulière, qui va être votre langue d'écriture, justement? Mais bien sûr, je pense que ça a été défini par des linguistes. Toute langue a deux histoires, celle du Robert Larousse et de tous les dictionnaires, et puis c'est une langue chargée par l'expérience, par la subjectivité de celui qui écrit. Donc la pomme qui est mordue parce qu'on l'a volée, ou la pomme qu'on mord parce qu'elle nous a été offerte, colorie d'une certaine manière le mot pomme, lui donne un autre sens. Et puis lorsque vous investissez une langue autant par vos ombres que par vos obscurités, vos lumières, vous lui donnez une sorte de troisième dimension. Et le style, c'est cela. On dit le style, c'est l'homme, et c'est effectivement l'homme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du style si la plus grande aventure de sa vie n'a pas été d'abord la langue. C'est important. Si l'aventure d'une vie n'est pas la langue, on ne peut pas devenir un écrivain. On peut faire des comptes rendus, on peut trouver de belles idées, mais il manquera toujours quelque chose. L'écriture n'est pas de raconter une histoire, c'est la façon dont on raconte l'histoire. C'est ce qui fait justifier votre nom sur la couverture. Sinon, toutes les histoires se ressemblent. Donc, la construction de cette langue, elle dure une vie. Et puis en même temps, vous arrivez à un âge par la suite où pour créer du style, il vous faut faire un exercice fondamental, ce que j'appelle moi le démantèlement du cliché. Il est impératif de reprendre une langue, de la ravifier par sa propre histoire, mais en même temps d'en démanteler toutes les parties mortes, toutes les eaux stagnantes, tous les creux, et de revitaliser, prendre n'importe... Tout écrivain c'est quelqu'un qui pratique l'attentat contre le cliché, pour pouvoir un petit peu raviver notre rapport au monde et au réel. Donc ça permet de construire une langue qui devient une vision du monde. Bon, d'un point de vue oral, pour moi personnellement, ça a été une catastrophe, parce que j'écrivais, je lisais beaucoup mieux que je parlais, jusqu'à maintenant d'ailleurs. C'est-à-dire l'usage de la langue, pour moi, est livré à ce que je parle comme un livre, ce qui n'est pas très indiqué quand on est jeune. Vous avez entendu le français assez tard, en fait.
Très tard, vraiment très tard. Le premier Français vivant que j'ai vu, j'avais 22 ans. Donc, et donc j'avais un rapport aux morts, j'avais un rapport aux livres, j'avais un rapport, disons, quasiment magique à cette langue. Donc, par la suite, je suis arrivé à la fac. Et bon, à la fac, moi, je viens d'un village. À la fac, généralement, ce sont des milieux urbains, surtout pour l'Institut des langues, donc, où les jeunes filles ou les garçons parlent couramment la langue française. Mais moi, je ne la parlais pas couramment. L'idée, pour poursuivre, alors on va pas faire de cette bibliothèque la matrice de l'ensemble de l'œuvre, mais en même temps, on y trouve quand même beaucoup de choses. L'idée d'écrire le livre qui manque, je pense par exemple à Meursault, Contre-enquête, ou de réécrire des livres, je pense à Zabor, ou les psaumes, qui travaillent notamment les Mille et une nuits, qui met en jeu un personnage qui ne cesse de réécrire, de réécrire, de réécrire. Et même quand on pense à Meursault, il emprunte aussi d'une certaine façon à la chute de Camus, au moins autant, si ce n'est plus qu'à l'étranger. Cette idée de réécrire ou d'écrire pour continuer à lire ou pour écrire le livre manquant viendrait de là aussi? Je pense que les raisons qui expliquent la naissance d'un roman sont multiples. Meursault est dicté aussi bien par le prétexte d'un lecteur frustré, du lecteur frustré que j'étais, que par une sorte, bon, je vais faire de la mythologie, par une sorte de nécessité d'histoire. Meursault Contre-enquête devait être écrit tôt ou tard, par moi ou par quelqu'un d'autre. Donc l'histoire d'un roman dépend à la fois de l'histoire personnelle de l'écrivain, mais va au-delà, j'en suis sûr. On peut théoriser sur ça ou pas, mais j'en suis sûr. Par contre, si vous voulez que je parle de la fonction profonde d'assouvissement de l'écriture chez moi, effectivement, c'est pour meubler une bibliothèque que je n'ai jamais eue. Donc, c'est pour continuer des livres, pour explorer, etc. Et ça, je l'ai fait très, très, très jeune. Vous savez, j'avais une BD à l'âge de 9 ans, certains s'en souviennent, c'était Raon et le fils de... Et j'avais un seul numéro. Bon, le reste, c'était des images que je découpais un petit peu, je rêvassais un petit peu sur les titres. Mais c'est là où j'ai commencé la première fois, je me rappelle, à imaginer la possibilité de compenser le manque des livres par des livres que moi-même je fabrique. Donc j'ai dessiné à l'époque donc des planches et j'imaginais des bulles et j'imaginais un petit peu je dirais pas des variantes, mais des possibilités, des bifurcations. Ça veut dire qu'écrire, c'était continuer à lire en fait pour commencer? Jusqu'à maintenant, pour moi, si je m'amuse autant en écrivant, c'est parce que je continue à lire. Alors, il y aurait peut-être encore une autre mission, d'une certaine façon, Kamel Daoud. Je pense à Zabor, toujours, ce personnage de votre dernier roman, qui partage avec le David, des psaumes, le don d'une écriture qui, croit-il, repousserait la mort des habitants de son village. Et il écrit « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort ». Je fais un petit détour, je reviens également à Meursault Contre-enquête, où Haroun, donc le frère de Moussa, le frère de l'arabe, prévient d'emblée, il annonce « Je te le dis d'emblée, le second mort, celui qui a été assassiné est mon frère, il n'en reste rien, il ne reste que moi pour parler à sa place, assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera, tu peux en rire, c'est un peu ma mission ». Être revendeur d'un silence de coulisses alors que la salle est vide. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai appris à parler cette langue et à l'écrire pour parler à la place d'un mort, continuer un peu ces phrases. Écrire Kamel Daoud, si on écoute ces personnages, que ce soit Haroun ou que ce soit Zabor, c'est aussi écrire à la place des morts, c'est écrire pour les morts, c'est écrire pour repousser la mort. J'aime croire que c'est tout cela à la fois. Je veux dire, je suis aussi l'enfant d'une géographie où la tradition de l'écriture n'est pas encore très, n'est pas dominante par rapport à tout ce qui se raconte dans ce pays, tout ce qui n'a pas été dit dans ce pays aussi, toutes les vérités occultées, tout ce qu'on n'ose pas dire par la loi du tabou, de l'interdit politique, mais aussi de l'interdit linguistique, parce qu'on a voulu que ce pays soit arabe, donc avec une langue qui refuse toutes les autres langues du pays, et donc les récits de ces autres langues, les folklores, les contes de ces autres langues, etc. Donc on est dans cette
dans cet abus linguistique quelque part d'une langue par rapport à d'autres et donc d'une tradition et d'une mémoire par rapport à d'autres. Écrire, c'est aussi restaurer et réparer, rééquilibrer, donner de la parole à ceux-là même qui sont morts avant d'avoir eu le droit de raconter et de dire les choses. Il y a aussi la fonction de l'inventaire, comme je vous disais tout à l'heure. Écrire, ça permet un petit peu de réparer plus ou moins la mort, parce que ça m'avait frappé, même quand j'étais jeune, j'étais adolescent, la mort, elle m'avait bouleversé, mais pas d'un point de vue affectif. C'était quasiment une sorte d'énigme. Comment en arrive-t-on à mourir? Je veux dire, comment se fait-il que quelque chose d'aussi spectaculaire et d'aussi singulier qu'une vie puisse finir avec une telle futilité? Et il y avait une case manquante. Il y avait, entre le cadavre et le vivant, il y avait quelque chose qui manquait. Pour moi, je pense que c'est le récit, c'est le témoignage, c'est le journal, c'est ce qu'on fait, c'est l'ouvrage. C'est ce qu'on laisse aussi. Donc, j'ai été frappé par cette futilité-là. Je me suis dit jusqu'à maintenant que le fait d'écrire, de donner la parole à des gens qui sont morts ou de dialoguer avec eux, c'est une façon de... Bien sûr, c'est un abus ou peut-être c'est une illusion, et c'est quasiment une illusion, mais c'est une façon de réparer la mort aussi. C'est une façon de la faire reculer de quelques mètres. Si on s'en tient à cette fable, à celle de Zabor, que vous racontez, ça voudrait dire aussi, donc si Zabor croit, ou en tout cas repousse la mort des habitants de son village en écrivant, ça veut dire aussi que cesser d'écrire, hein, c'est les condamner. Absolument, ils vont disparaître, absolument. Qui se souvient de ces géographies où on n'a rien écrit, de ces personnes sur qui on n'a rien écrit? Personne. Pour moi, c'est une mort absolue, elle est totale. C'est une disparition, mais absolue. C'est ainsi que je vois les choses aussi. Donc, et c'est ce qui pourrait expliquer aussi le fait que vous écriviez tant, parce qu'on n'a pas parlé aussi de ça, de cette fin avec laquelle vous écrivez. Alors peut-être un peu moins ces derniers temps, peut-être que maintenant vous avez un peu plus le luxe du temps, mais néanmoins vous écrivez beaucoup, sans cesse, tout le temps. Non, je continue d'écrire. Bon, maintenant, disons que le rythme de publication n'est plus le même, donc ça ne donne pas cette impression. Mais c'est vrai que j'écris beaucoup, bon, pour des raisons d'addiction. Très simple. Quand j'écris, le monde est ordonné, je le maîtrise, il est sous ma main. Et quand je cesse d'écrire, c'est le contraire. Donc c'était l'éparpillement, une sorte de... Tout va dans tous les sens, donc ça n'a pas de sens, etc. Il y a ça, il y a le fait aussi que je me sens emporté par une nécessité quand j'écris. C'est comme si ça répondait à quelque chose, comme si c'était nécessaire, et je crois que c'est nécessaire. Ça donne de la cohérence au monde, ça me donne à moi-même de la cohérence. J'aime ce rythme de tension, j'aime cette mise sous tension de soi-même. Je pense que c'est quelque chose que vivent beaucoup de gens qui veulent écrire. C'est pourquoi ils sacrifient beaucoup de choses à côté pour se consacrer à cette addiction-là, à cet ordre-là, à cette sorte d'ascèse, quelque part, de l'écriture. Les livres ordonnent le monde, d'où les livres sacrés, etc. Donc, l'écrit est quelque chose d'important. On n'a pas encore parlé, Kamel Daoud, de livres sacrés, ce qui est quand même un défi. Mais malgré tout, par rapport à ce que vous venez de dire, Zabor, toujours lui, dit dans le roman « Dieu écrit, moi aussi ». Et ce personnage va réécrire, recopier, hein, réécrire des textes, au fond, nommer ou renommer le monde d'une certaine façon, c'est aussi ce qu'il fait, d'une certaine façon, écrire à son tour un texte sacré. Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'écrire un texte sacré débarrassé de la religion, aujourd'hui? Est-ce que c'est ça la question que pose aussi Zabor? Vous savez, les métaphores, quand on les déplace d'un pays ou d'une géographie ou d'un environnement à un autre, elles prennent d'autres sens. Quand vous écrivez et vous dites que lorsque j'écris, je repousse la mort, et que si Dieu écrit et moi aussi, ça peut paraître comme étant une sorte d'exercice de style ici, ou plus ou moins une sorte d'exercice philosophique. Mais en même temps, quand vous êtes dans des environnements où l'on tue au nom d'un livre, où l'on vous dit que toute la vérité est dans un seul livre, dans un seul mot, dans un seul verset, et où la profession d'écrivain, d'artiste, de sculpteur est mal vue, ou vue comme une sorte de rébellion, de désobéissance, d'impiété,
et où l'enjeu de l'art est encore une fois reposé non en termes d'esthétique, d'innovation, d'amusement, mais en termes de droit humain quelque part, les choses changent. Zabor, c'est quelqu'un qui comprend que l'écriture est quelque chose de vital, surtout là où on dit qu'il n'y a qu'un seul livre et on n'a plus besoin des autres. Et la diversité peut le comprendre. J'attends les réactions le jour où Zabor sera traduit en arabe. Parce que je veux voir comment les gens vont réagir, parce que le côté subversif de cette métaphore n'est pas le même quand il est publié en français en France et dans d'autres pays que lorsqu'il est publié dans le monde dit arabe. Ce sont deux choses différentes. Alors, pourquoi ? Il m'a fallu à un moment rappeler ce droit-là, ce droit d'écriture et l'absolue nécessité de défendre l'art et le droit à l'art et l'exercice de l'art, parce qu'il y a des géographies où ce droit n'est pas acquis, où ce droit se perd. Donc c'est pour ça que la métaphore de l'écriture qui sauve des vies, elle peut être une sorte de fable dans un pays ou dans une géographie culturelle, mais dans une autre géographie, elle peut être une sorte d'apostasie, une sorte de désobéissance, donc quelque chose de très subversif. Donc, les livres ne voyagent pas, ne s'expriment pas, ne racontent pas la même histoire d'un pays à l'autre aussi. Ce livre-là dit évidemment la puissance et le pouvoir de l'écriture et de la lecture. Est-ce qu'au fond, il ne dit pas aussi que pour vous, Kamel Daoud, écrire, c'est toujours, d'une certaine façon, batailler contre le livre sacré, c'est-à-dire le livre unique qui expliquerait le monde? C'est vrai. Je suis aussi l'enfant d'un environnement culturel où ce livre-là, ce livre sacré, pèse beaucoup, pèse énormément. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est plus une question d'interprétation ou de sens ou d'école différente. C'est une question de vie ou de mort réellement, et vous le savez maintenant. Donc, pour moi, il est nécessaire de revisiter ce livre, de l'interpréter, de se l'approprier, de le démanteler, de lui tenir tête, de s'en libérer aussi. Je pense que lorsque je vous dis ça, j'exprime à la fois une ambition personnelle, peut-être que je ne vais pas y réussir, mais j'exprime aussi une nécessité historique pour le monde dit arabe. Il est impératif que l'on revienne vers une sorte de tête-à-tête avec le livre sacré pour affirmer l'humain. Qu'est-ce que ce serait justement alors que ce rapport sacré, malgré tout, à la langue, que vous travaillez aussi, mais qui ne passerait pas par la religion? Non, c'est pour dire... C'est plutôt l'inverse, pour dire tout livre, y compris le livre sacré, est humain. C'est plutôt l'inverse. J'ai un ami qui disait une phrase en Algérie qui est superbe. Il disait « Une religion, c'est un livre qui a bien marché ». Donc... Pourquoi fallait-il que ce livre-là, Zabor, puisqu'on en est à la question de l'autorité et éventuellement de la rébellion, ce livre-là soit dédié à votre père? Parce que c'est quelqu'un qui m'a... d'abord appris l'alphabet, comme je vous disais. C'est quelqu'un qui parlait très très peu, mais qui, les deux seules fois où il exprima ses sentiments, c'était par un courrier, par une lettre écrite en français. Donc c'était à la fois une langue d'intimité et une langue de silence entre le père et le fils. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre, si quelque part Meursault contre Enquête est le roman de la mère, quelque part Zabor est le roman du père. Et la question du père dans le monde dit arabe, elle est fondamentale. Elle n'a pas été encore tranchée. On est soit dans la soumission du père, soit dans le cas où le père égorge le fils, c'est-à-dire dans l'infanticide. Et on le voit avec les vétérans de guerre qui ne veulent pas partir. Soit on est dans cette surinterprétation du poids des ancêtres, enfin du folklore de l'ancêtre, ce culte de l'ancêtre qui quelque part est déstabilisant, parce que si on part tellement des ancêtres dans mon pays ou dans les pays environnants, dans cette géographie-là, qu'on oublie les enfants, qu'on oublie le devoir qu'on est les ancêtres, nous-mêmes les ancêtres d'autres enfants qui vont venir, etc. Donc la question du père, c'est une question de la loi, c'est une question de la représentativité, c'est une question de la mort. Quand le père disparaît, c'est votre tour d'affronter la mort. Ça, c'est une question profonde. Et c'est une question intime. Alors justement, sur cette question de la mort, donc Zabor qui repousse la mort en écrivant, la question se pose de savoir qui sauvera du coup celui qui raconte, ou qui sauvera Sherazade, par exemple, qui sauvera l'écrivain. Est-ce que la question de la postérité, c'est une notion qui vous importe?
Absolument. Franchement, je suis terrifié par la mort et je suis terrifié par le fait que je ne laisserai qu'une pierre tombale. Ça me suffit pas. C'est une ambition, elle est dévorante, elle est disproportionnée, c'est un narcissisme fou, c'est de la mégalomanie, mais je l'assume mais absolument et entièrement. Je voudrais mourir le plus lentement possible. C'est ça aussi, de ce que fait Zabor, au fond, en repoussant la mort, c'est qu'il les fait mourir à petit feu, d'une certaine façon. Zabor pose une question fondamentale. Est-ce que la littérature peut? D'accord? Donc, on peut écrire, on peut repousser la mort des autres autour de soi, etc. Mais quand il s'agit du lien avec la personne la plus immédiate, c'est-à-dire le père, la femme qu'on aime ou son propre corps, est-ce que la littérature est utile? Parce qu'à la fin, Zabor, il éparpille ses cahiers. Il y a un roman, à l'époque, je le lisais avec beaucoup de plaisir, mais je n'arrive plus à le relire. J'ai essayé il y a 2 mois. Les métaphores vieillissent très rapidement. C'est Hermann Hesse, Le jeu des perles de verre. C'est une fable extraordinaire sur cette nécessité à la fois de spéculer sur le sens du monde, mais l'absolue futilité de cet exercice. Et on est entre les deux. Hermann Hesse s'est posé peut-être la même question. Est-ce que la philosophie vaut mieux que la vie? Ça sera le mot de la fin. Kamel Daoud, on va s'arrêter là. Merci à vous, merci au public.